Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Yves Coppens. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes celui qui a découvert la doyenne de l'humanité, Lucie, vieille de 3,2 millions d'années, alors que jusque-là, tout le monde pensait que c'était Lynn Renaud. Dans le genre Van pourri. C'est vrai qu'elle avait eu une aventure avec Jean d'Ormesson. Bon, ça va, j'arrête. Ouais. Bien, alors Yves, en paix, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre vocation, de votre carrière, de vos recherches, de vos découvertes, et du livre que vous publiez chez Odile Jacob, Prétexte. Alors vous racontez l'évolution de l'homme à partir des primates. Justement, vous pensez quoi de l'affaire Strauss-Kahn? Que c'est notre origine, naturellement. Ouais. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Vous savez, j'ai voyagé avec ce monsieur. J'ai fait une grande tournée en Afrique du Sud et j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un homme brillant, intelligent, discret. Mais à l'époque, il n'a rien tenté sur vous. Ça ne vous regarde pas? Ah ben ça ne me regarde pas. Vous n'avez pas porté plainte de toute façon. Alors en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour son livre de dialogue avec Axel Kahn est publié aux éditions Nil, Controverse. Valérie nous donnera également des nouvelles de Nicolas Sarkozy. Il attendait un heureux événement et cet heureux événement est arrivé. Toujours en P2, nous accueillerons Manuel Valls, député maire d'Évry, pour son livre « Sécurité, la gauche peut tout changer » aux éditions du Moment. Il expose son programme pour lutter contre l'insécurité, à commencer par les viols dans les hôtels. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Chérif Delay, l'aîné des enfants d'Outreau, pour son livre témoignage « Je suis debout », publié au Cherche Midi. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe Les Gréments de Fortune. Ouais. Alors Yves Coppens, rebonsoir. Bonjour. Vous êtes mondialement célèbre pour avoir découvert en 1974, en compagnie de Donald Johanson et Maurice Taïeb, le fossile surnommé Lucie, vieux de 3,2 millions d'années. Enfin, aujourd'hui, c'est 3,2 millions d'années et 37 ans. Exactement. En fait, vous creusez depuis que vous êtes tout petit. Oui, finalement, beaucoup d'enfants ont cette attirance vers le passé, parce que ça les fait réfléchir et imaginer. Comme on ne m'a pas contrarié, je continue, quoi. Alors, vous êtes né le 9 août 1934 à Vannes. Ah ben voilà, dans le Morbihan. Alors je crois qu'on peut dire que malgré son nom, Vannes n'est pas une ville tellement drôle. Hein. Non. Alors, vous avez donc 76 ans. Donc vous êtes loin d'être un vieux fossile. Hein. Un vieux fossile, c'est au moins 2 millions d'années. Hein. Vous, ça va? Ouais. Alors, père physicien, spécialiste de la radioactivité et professeur de physique, mère pianiste concertiste. Dès votre plus tendre enfance, vous êtes attiré par l'histoire, par les voyages, et en fait, vous rêviez sur des cartes postales sur lesquelles votre grand-mère rédigeait ses vœux. Il y avait des cartes du Caire, des cartes de Bombay, des cartes d'Alexandrie, qui étaient rapportées par ses frères qui étaient marins. Oui. Et alors, ma grand-mère, en effet, recevait des cartes postales, et à partir du moment où la carte postale était libre, n'avait pas été écrite, elle se fichait complètement de ce que représentait la carte, et elle faisait en effet ses vœux. Elle ne pensait pas du tout qu'à la réception des cartes en question, les personnes s'imagineraient qu'elle l'écrit. Elle était au Caire ou à Bombay ou à Alexandrie. Alors, quand vous étiez enfant, vous clamiez « Quand je serai grand, je serai soldat nègre ». Alors, votre mère vous disait « Soldat, tu pourras toujours, nègre, c'est impossible ». Et c'était votre première grande frustration, en fait. Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, en fait. Oui. Heureusement, à chaque anniversaire, vos parents vous offraient une pièce de monnaie romane. Et vous en savez des trucs, quoi. Ah, je sais tout, moi. Alors, à Vannes, au lycée Jules Simon, vous êtes premier partout, vous accumulez les prix d'excellence, et le reste du temps, vous écumez les côtes bretonnes pour enrichir votre collection de fossiles. Et quand vous êtes petit, on vous surnomme Coco le fossile. Oui. Alors, à l'époque, vous retrouvez les restes d'un parapluie datant de l'époque quaternaire, ce qui prouve qu'en Bretagne, il pleuvait déjà il y a des millions d'années. Et donc, dès votre plus jeune âge, avec la bénédiction de vos parents, vous cherchez des vestiges du néolithique, vous allez dans les champs fraîchement labourés, dans les falaises récemment éboulées, pour chercher, quoi. Vous avez cette espèce de folie, de creuser, quoi. C'est bizarre, quand même.
Vous trouvez ça bizarre? Ah oui, très bizarre, mais bon, sur le en même temps, ça vous a bien réussi, hein, je veux pas... ouais. Vous savez, sur le terrain, c'est très exaltant de découvrir. Et lorsque vous apercevez en effet un terrain qui vient d'apparaître, quoi, il s'ouvre à vous, il contient des objets qui arrivent du temps. Vous faites aussi des prospections archéologiques sur les sites gaulois, romains, médiévaux, mais enfin, à l'époque, quand même, vous rêvez de voyages, d'exploration. Vous êtes quand même un petit peu frustré d'être là parce que vous faites le bac à Vannes, la licence à Rennes et le doctorat à Paris. Donc c'est quand même pas très marrant tout ça. Oui, non, mais j'ai filé très vite quand même. Ouais. Et en 1956, vous entrez au CNRS à l'âge de 22 ans. Ouais. Pas mal, non? Faites quoi au CNRS à cet âge-là? Mais de la paléontologie. Ah oui, déjà. Oui, oui. Alors à partir de 1960, vous partez enfin en Afrique, au Tchad. Oui. Et là, vous avez un fouet, un chapeau, et vous faites appeler Indiana. En 61, vous découvrez votre premier hominidé, le Tchadanthropus uxoris. Oui, joli, hein? 1 million d'années. Il était de cette forme humaine qui précède la nôtre, qui précède juste la nôtre. Ce que l'on appelle les Homo erectus, pardon. Hein. Homo erectus, je croyais que c'était le nom d'une boîte gay, moi, en fait. Il nous ressemblait un peu, sauf que il avait le front un petit peu fuyant et le menton un petit peu fuyant, avec des pommettes un petit peu lourdes, un petit peu saillantes. Enfin, c'était un solide bonhomme, quoi. Un petit peu comme Néandertal, mais quand même pas si accusé encore dans ses traits. Moi, ce qui m'a toujours fasciné sur Néandertal, c'est qu'en fait, à l'époque où il y avait Néandertal et Cro-Magnon, il y avait deux espèces d'hommes différentes qui vivaient en même temps. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, l'origine est commune. Hein. Et puis les hommes se répartissent sur un énorme territoire, immense territoire, et ils ne sont pas très très nombreux. Donc, comme ils ne sont pas très très nombreux, chaque petit groupe, petit à petit, se démarque de l'autre physiquement, biologiquement, et devient une sous-espèce, puis une espèce. Et en l'occurrence, on aurait en nous-mêmes un petit pourcentage de Néandertal. Un petit pourcentage. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus aucun descendant de... Si, dans nos gènes. D'ailleurs, il me semble... Bien. Mettez-vous de profil. C'est une vanne de paléontologue. Vanne Morbihan. Voilà. Alors, la découverte du Tchadanthropus uxoris vous fait entrer dans le monde des médias en 1963. Vous obtenez le prix de la Fondation de la Vocation et Marcel Bleuchten-Blanchet, le patron de Publicis, vous organise une conférence de presse sur le toit de Publicis au sommet des Champs-Élysées. Et là, vous prenez le goût de parler devant les micros, de vous exprimer, de vulgariser. Hein. Ça a intéressé beaucoup de gens de votre espèce, si je puis dire, entre guillemets, l'espèce. De mon espèce. Et j'ai été suivi depuis. Ouais, non mais c'est bien parce que ça vous a permis de vulgariser finalement. J'aime bien aussi raconter ce que je fais, ce que je crois comprendre. Bien sûr. Donc après le Tchad, l'Éthiopie, à la demande de l'empereur Haïlé Sélassié, avec Louis Leakey, vous mettez à jour un australopithèque de 2,5 millions d'années, et puis, toujours en Éthiopie, en 1974, donc, vous découvrez Lucie, 3,2 millions d'années. Alors c'est marrant ce personnage, parce que, d'abord, elle avait 20 ans, en fait, à peu près, par là, vingtaine d'années, 1m10, c'est une femme, ce qui fait beaucoup, que... Ouais, c'est ça. Donc on descend tous de Lucie, en fait. Oui, je ne suis pas sûr, mais de quelqu'un des siens, quoi. Voilà, on descend tous de Mimimati, en fait. Bien. Alors, on en a trouvé d'autres depuis. Ah ouais, qui sont plus grands dans les mêmes sites. Lucie, finalement, est bien une femelle, et c'est plutôt elle est plutôt petite parmi les femelles. D'accord. Et les mâles sont des costauds. D'accord. Alors, il faut dire que le prénom y est pour beaucoup, Lucie. Hein. Alors, l'histoire, c'est le soir, quand vous rentrez au campement, vous marquez les fossiles à l'encre de Chine, vous passez un peu de vernis par-dessus, enfin, c'est laborieux comme boulot, il faut bien le dire. Voilà. Et vous écoutez une cassette des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, et là, voilà. Et c'est à cause de ça qu'elle s'est appelée Lucie. Le jour où on avait suffisamment d'ossements, plus un morceau de bassin, et où on s'était dit c'est un sujet féminin, on a eu la cassette des Beatles, et 288 est devenu Lucie. Alors, il y a eu une expo à Paris en 76 qui a duré jusqu'en 78, c'est un succès. Les gens ne se rendent pas compte, c'est un succès colossal. Et c'est vrai qu'en fait, cette mode de l'ancienneté de l'homme
est sans doute due, dites-vous, et vous, je pense que vous avez raison, à la désaffection du religieux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus à quoi se rattacher, et finalement, l'origine animale de l'homme rassure d'une certaine façon. Oui, c'est quelque chose comme ça. Vous savez, il y a chez chacun l'idée de rechercher d'où on vient pour comprendre un petit peu où on va, quoi. C'est sur la même chose. Puis qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui. Quand vous voyez un créationniste, un mec qui vous dit Dieu a fait le monde en 7 jours, enfin, ou la Bible, Adam et Ève, tout ça, vous leur dites quoi? Que sa parole est aussi respectable que la mienne. Ah oui. Ouais. Vous vous rendez compte, il y a 7 milliards de gens aujourd'hui sur la Terre. Ouais. Il y en a eu 100 milliards depuis les premiers. Combien de gens ont le discours scientifique que je tiens? Ouais. Un nombre infime. Donc ça voudrait dire qu'on rejette toutes les idées de tous les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de gens aujourd'hui sur Terre qui croient à Adam et Ève qu'à Yves Coppens, quoi. À Adam et Ève et à d'autres, oui. Donc, l'homme descend du singe, en tous les cas, c'est son cousin. Et votre grand-mère vous disait, si toi tu descends du singe, peut-être, moi sûrement pas. J'adore. Oui, c'est joli. Hein. J'adore ça. C'était précisément ma petite grand-mère bretonne, celle qui écrivait les cartes postales. Là. Elle est morte à presque 100 ans. Et elle n'y a jamais cru. Toujours pas convaincue. Il y a combien de temps que les deux branches se sont séparées? La nôtre et celle des chimpanzés, une dizaine de millions d'années pour faire un chiffre rond, quoi. Ah, dernière question. L'apparition de Michel Drucker, vous situez ça à quelle époque à peu près? On se retrouve après la pub avec Valérie Pécresse et Manuel Valls pour discuter avec nous de ce qui ont fait l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Yves Coppens. Et nous accueillons Valérie Pécresse, bonsoir. Et Manuel Valls, bonsoir. Alors, Valérie Pécresse, dites-moi, je me demande un truc comme ça. Sarkozy vous appelle Valou ou Pépé? Ni l'un ni l'autre. Valérie. Non, Valérie. Banalement, Valérie. Beaucoup moins drôle. En tous les cas, vous devez vous entendre super bien parce que vous avez été reconduite à chaque remaniement depuis 2007. Parfois sur le fil du rasoir. Ah, d'accord, enfin, ni virer, ni changer de ministère. Alors, il y a deux solutions. Ou vous êtes compétente, ou plus personne ne se rappelle que vous êtes là. Il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent mon poste, donc ils se souviennent que je suis là. Ouais. Alors, au niveau recherche, on raconte qu'actuellement, tous les scientifiques français cherchent comment présenter le bilan de Sarkozy de manière positive. C'est vrai? Écoutez, c'est vrai que quand on lit le programme du Parti Socialiste qui dit on va conforter l'autonomie... Ah oui, pour vous, c'est béton. Le Parti Socialiste reprend à peu près dans son programme ce que vous avez mis en place, hein, c'est vrai? Je crois qu'il y a deux courants au Parti Socialiste. Il y a ceux qui voudraient tout détruire, parce qu'ils sont anti-sarkozystes primaires, donc tout ce qu'on a fait, c'est mal. Et puis il y a ceux qui veulent vraiment construire, et qui se disent finalement, une loi qui donne l'autonomie aux acteurs, qui dit aux universitaires, voilà, vous avez des rêves, réalisez-les, peut-être une bonne loi. Il répond pas pour le moment, mais il est calme. Très respectueux. Il est respectueux du temps de parole de Mme Pécresse. Très bien, Manuel. Très bien. Alors, Valérie, vous êtes également présidente du groupe UMP au Conseil régional. Ça va, l'UMP? Parce que là, franchement, sur les radars, là, on a eu droit à une espèce de printemps des députés. Ils se sont révoltés. Une espèce de fronde de la France profonde. Il y a eu... problème de communication, les députés... Pour ça comme ça, oui. Les députés avaient très très envie que le gouvernement recule. Le gouvernement n'a pas reculé. Ils ont peut-être un peu surinterprété les propos aimables que leur a tenus Claude Guéant en leur disant qu'on allait les écouter. Notre objectif, c'est la sécurité routière. Donc on va examiner au cas par cas s'il y a tel ou tel endroit, il faut laisser les panneaux avertisseurs de radar. Donc un tout petit peu d'assouplissement. Enfin, c'est pas non plus une guerre interne telle que vous la décrivez. C'est pas du tout comme ça qu'on la ressent. Je vais vous dire un truc, moi j'ai pas le permis, donc je m'en fous complètement. Bien. Alors Valérie, vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé Controverse, Université, Sciences et Progrès, publié chez Nil Éditions. Donc ce sont des dialogues avec Axel Kahn. On dit la fin? En fait, je le dis, vous tombez pas du tout amoureux l'un de l'autre à la fin, quoi. Il faut que ça castagne un peu, sinon personne ne lira le livre. Plutôt que de répéter le bien que vous dites de vous dans ce bouquin, je voudrais citer Axel Kahn, qui n'est pas un de vos amis politiques, et qui a dit: si la gauche arrive au pouvoir, je me battrai pour conserver
ce qu'il y a d'excellent dans la loi de Valérie Pécresse. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. C'était pas gagné. Non, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a un décideur de droite et un acteur de gauche. Et moi, je suis obligée d'avancer. Je ne suis pas sûre que toutes les décisions que je prends sont les bonnes. Lui me critique, m'attaque parfois, fait des... À un moment, il est pour la réforme, à un moment, il dit « Ah non, pas comme ça, pas cette réforme-là ». Il est contre les primes au mérite pour les chercheurs, parce que c'est pas bien, parce qu'on est tous bons, etc. Donc, voilà, il y a un dialogue, un peu un combat, et à la fin, il reconnaît quand même que ce qu'il a fait dans son université, c'est génial. Pas mal, non? Oui, c'est bien. Un big up! Valérie, vous êtes catholique pratiquante. DSK en taule à 1 an des présidentielles, vous rangez ça dans la catégorie des miracles? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais... Je ris de la plaisanterie, mais je ris pas de la situation. Je ne m'en réjouis pas. C'est vrai que c'est un peu miraculeux quand même, quoi. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Alors là, croyez pas ça. La consigne à l'UMP, c'est très clair maintenant, c'est on baisse page qu'en 2012, j'imagine, non? Ça vous fait rire? Écoutez, on n'a pas de consigne de ce type. D'accord, bien. C'est dommage qu'au PS, ils n'aient pas eu la même, finalement. Bien, alors, Manuel Valls, rebonsoir. Bonsoir. Alors, donc nous parlerons de l'affaire DSK après l'édito de Blacko. En attendant, on va parler de vous. Vous aviez choisi DSK, il n'est plus là. Qui peut le remplacer? Rocco Siffredi. Moi, je l'aime bien, celle-là. Alors, quoi? Vous allez vous présenter aux primaires. Je réfléchis. Vous savez, je crois qu'on ne remplace pas, de mon point de vue en tout cas, l'équation que représentait Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire à la fois l'expérience, capacité de leadership, de rassemblement. Ah oui, mais bon. Oui, mais ça ne se remplace pas au pied levé. C'est pas faire injure. Et je me mets là-dedans au candidat potentiel du Parti socialiste aux prochaines primaires. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un peu de temps. Dépôt de candidature pour les primaires, c'est le 28 juin. Moi, j'ai envie de représenter une génération, et puis surtout la gauche que j'essaie d'incarner. Qui, par exemple, dit que la politique, c'est pas la guerre civile, que ce qui est fait bien par un gouvernement ne doit pas être défait, dire les choses clairement en matière de sécurité. Je considère que la gauche peut être meilleure sur ce sujet que la droite, parler d'immigration. Donc, dire que je ne réfléchis pas à être candidat, oui, ça serait vous mentir, mais... Il faut aussi, vous n'avez pas attendu l'affaire DSK, parce que ça fait 2 ans que vous avez commencé à réfléchir. Oui, mais en même temps, moi j'ai envie que mon camp gagne, qu'on ait le meilleur candidat, et puis on a pris un tel coup sous la cafetière, très honnêtement. Pas que nous d'ailleurs, je crois, les Français. Tout le monde, la France entière, Donc, socialiste ou pas, tout le monde a été choqué par cette affaire. Ça permet de réfléchir. Alors, on va voir vos points faibles, et après vos points forts. Vos points faibles, c'est que vous n'avez jamais été secrétaire national, jamais été ministre, jamais été Premier ministre. J'ai l'impression que ça peut devenir un point fort, non? Oui. En même temps, dans les autres pays, honnêtement, qui nous entourent, on ne se pose pas toujours ces questions. Obama, Cameron. Et puis moi, je dirige, je gouverne une ville de la banlieue parisienne. J'ai l'impression quand même que les problèmes de banlieue, les problèmes que connaissent les couches populaires, ça devrait être au cœur de la campagne. Donc je trouve que je ne suis pas trop mal placé. Manuel, en tout cas, fait partie de vos points forts. Ça fait partie de vos points forts. Il y en a. Il y a la jeunesse, la modernité, la sécurité, et donc la vie en banlieue, qui est quand même le problème de l'immigration. Pas qu'en banlieue, la vie tout simplement que vivent les Français. Bien. Alors, est-ce que vous voudriez être un président normal? Parce que Hollande nous dit « je vais être un président normal ». Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un président doit être normal, déjà? Non, mais vous aimez bien Freud, Thierry. Oui, alors, quand quelqu'un me dit « je suis normal », je commence à me méfier. Oui, d'accord. Alors, comment expliquez-vous qu'au PS, tout le monde se ligue contre celui qui est le plus haut dans les sondages? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il soit le seul haut dans les sondages. C'est le plus haut. Non, mais... Et tout le monde est contre lui. Alors, est-ce que c'est pas un peu la machine à perdre du PS? Mais si on choisit uniquement sur les sondages, on va se tromper. Parce que moi, j'ai une conviction, et ça valait aussi pour Dominique Strauss-Kahn, c'est que les sondages, aujourd'hui, en termes d'intention de vote ou de popularité, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a aussi un doute sur le Parti socialiste. Et ce qui progresse actuellement, c'est l'abstention, on l'a vu au cantonal, c'est Marine Le Pen. Ça s'est un peu stabilisé. Mais je n'y crois pas. Je pense que ce qui vient de se passer, malheureusement, si on n'y prête pas attention, on peut faire des dégâts considérables. Et ce qui progresse comme partout en Europe, c'est le rejet de la parole publique. Donc c'est cette parole politique qu'il faut réhabiliter. Et dans un moment difficile pour les Français, où en plus les marges de manœuvre économiques et financières sont faibles, le langage de vérité sera indispensable. Donc Manuel Valls, après avoir voulu déverrouiller les 35 heures,
vous vous attaquez à la sécurité, vous publiez aux éditions du Moment, Sécurité, la gauche peut tout changer. Alors, bilan Sarkozy négatif. Il n'est pas bon. Deuxième point, vous reprochez à Nicolas Sarkozy d'avoir fait le lien, d'avoir mis un signe égal entre l'immigration et l'insécurité. C'est le discours de Grenoble, en fait, ça. Oui, ce discours de Grenoble qui a stigmatisé. Ouais. Il y a des problèmes, je le dis d'ailleurs dans le livre, les ghettos urbains, la ségrégation territoriale, sociale, ethnique, et tout cela aussi a conduit à de l'insécurité. Parce que quand vous accumulez la pauvreté dans le même quartier, ça explose ou ça implose, bien évidemment. Je propose qu'on revoie totalement ce qu'on appelle la chaîne pénale, la politique vers les mineurs, et puis évidemment une autre politique en matière d'organisation des forces de l'ordre, parce que la suppression de la police de proximité a conduit à distendre le lien entre les policiers et les Français. Il y a un truc, alors là, vous faites appel au privé pour la sécurité. Alors là, d'un seul coup, j'ai l'impression d'être aux États-Unis avec des milices privées qui protègent. Non, je dis pas ça. Je dis il y a deux choses différentes. La construction des prisons a fait appel à des partenariats publics-privés. Et je dis, vu l'état des finances publiques, on ne pourra pas revenir là-dessus. Et je dis, en faisant attention, il y a un secteur privé de la sécurité qui est en train de prendre une part très importante dans la société. Ça va représenter bientôt plus que les policiers et les gendarmes réunis. Et donc ça mérite que ça soit encadré. Voilà, on est d'accord. Alors, dernière question, Manuel. Est-ce que vous croyez plus à la victoire de la gauche en 2012 ou à l'innocence de Dominique Strauss-Kahn? Je veux croire d'abord à la victoire de la gauche. Alors on passe maintenant justement à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Roland Coutenceau, psychiatre et criminologue, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Les hommes qui nous gouvernent sont-ils des cochons, voire de gros cochons? C'est la question posée cette semaine en une par le magazine américain Time. Faut avouer que cette manière d'avoir la bave aux lèvres face au sexe opposé, c'est typiquement un truc de cochon. Et quand la truie n'est pas d'accord, le mal se passe de son avis. Bon, enfin monsieur, vous croyez où? On n'est pas au Sofitel ici. Nos hommes politiques se voient plutôt comme des grands fauves, des loups solitaires, des aigles majestueux, mais ils oublient qu'ils partagent 99% de leur patrimoine génétique avec les chimpanzés. Du coup, il y a forcément quelques points communs. Chez les chimpanzés, par exemple, le sexe est très lié au pouvoir. Une fois que le mâle dominant a mis sa raclée à tout le monde, d'un coup, toutes les femelles le trouvent super sexy. Résultat, le chef se tape toutes les plus belles guenons. Et chez les chimpanzés, quand le chef est en rut et qu'il offre sa semence de winner à une jeune femelle dominée, c'est un honneur, car l'heureux élu va illico gravir quelques échelons dans la hiérarchie sociale. Mais attention, si la jeune femelle se refuse, le mâle dominant ne la violera pas. Car si un mâle dominant viole une femelle, les autres femelles refuseront de s'accoupler à lui. Résultat, il perdra son statut de chef. Sinon, certains animaux ont trouvé une autre solution. Chez les éléphants, par exemple, pour se protéger de l'agressivité des grands mâles qui se battent constamment pour le pouvoir, ce sont les femelles qui dirigent le troupeau. Si vous voulez un second, c'est tous pour les Français, et notamment nous deux. Voilà. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Roland Coutenceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, criminologue. Vous avez publié en mars dernier Apprivoiser la vie chez Michel Lafon et vous êtes professeur également. Voilà, j'enseigne la psychiatrie et psychologie légale et j'essaie de développer en France de façon très dynamique la criminologie, l'étude des transgressions et des passages à l'acte. Voilà, alors c'est incroyable cette affaire DSK, on avait les primaires, maintenant on a le primaire. Ça fait pas marrer ça. Non mais ça va. Alors Roland, est-ce que c'est le pouvoir qui rend obsédé sexuel ou une forte libido qui donne envie de pouvoir? Non, d'abord je réagirai un petit peu sur les images de Blacko. Il y a dans la sexualité humaine quelque chose de fort, de sauvage. On peut parler de cerveau reptilien. Ouais. Il y a quelque chose d'instinctif. Et l'homme doit le contrôler. Et les fantasmes, c'est pas encore l'instinct, c'est encore quelque chose d'encore plus fort. Donc, pour tous les êtres humains, il y a un travail d'apprivoiser les fantasmes. Et donc, c'est un défi. Et de temps en temps, on peut déraper, ou on peut agresser, ou on peut être aux limites. Alors, je peux le dire de façon encore plus concrète. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme? Ce qu'on fait tous, c'est la séduction sociabilisée. C'est comme ça qu'on a rencontré les gens qu'on aime. Ensuite, vous avez une séduction un petit peu insistante, lourde, on dirait dans le langage populaire. C'est le harcèlement.
Ensuite, vous avez encore un autre phénomène qui est complètement différent, c'est l'addiction. Être obsédé, on dit de façon populaire, mais on peut être obsédé sans passer à l'acte. D'ailleurs, ceux qu'on soigne pour des problèmes d'addiction ne font pas d'agression sexuelle. Et puis ensuite, vous avez encore deux autres solutions, pour être très clair. L'agression sexuelle caractérisée, là c'est quelqu'un qui s'impose à un autre qui ne le veut pas, qui fait fi de son consentement. Et puis quelque chose aussi qui est important, c'est des situations que j'appelle ambiguës. Un homme, une femme, et on le voit quand la séduction se fait dans un espace-temps comme au théâtre rapide. Il y a un risque de dérapage, mais c'est ambigu, et parfois la justice des hommes, au fond, les situations se dégonflent en analyse parce qu'on ne peut pas objectiver qu'il y a eu contrainte sur l'autre. Voilà l'ensemble des éléments qu'on peut rencontrer dans les relations hommes-femmes en situation sexuelle. Alors, dans le cas de Dominique Strauss-Kahn, dont on nous dit qu'effectivement il avait un comportement plutôt séduction lourde, pour reprendre votre terminologie, est-ce que vous pensez qu'à un moment il a été pris d'une pulsion qui a donné ce qu'on lui reproche présumé? Moi, ce qui m'a frappé dans le premier week-end, c'est qu'au fond, pour la plupart des Français, ils n'arrivaient pas à imaginer qu'un homme intelligent, séducteur, qui a des capacités, qui était dans une situation d'un projet social exaltant, dérape dans une agression sexuelle caractérisée. C'est impensable. Hein. Donc, au fond, quelles sont... Moi, je vais décrire toutes les situations. D'abord, il ne s'est rien passé. Je crois qu'il faut toujours respecter la présomption d'innocence. Ensuite, ce que j'appelle la situation ambiguë. Vous voyez, par exemple, un homme nu qui est surpris par une femme qui vient faire le ménage alors qu'elle ne devrait pas être là, c'est ce que j'appelle une situation ambiguë. Qu'est-ce qui s'est dit entre eux ? Qu'est-ce qui s'est agi ? Vous comprenez que ça peut être une situation qui dérape sans qu'on soit forcément dans le cadre de l'agression sexuelle caractérisée. Et une autre manière de répondre à votre question, et c'est ça le choc un petit peu, c'est qu'au fond, tous ceux qui le connaissent intimement ne l'imaginent pas en situation de violence. Séduction, amis, un peu limite, certes, voilà, mais on ne peut pas l'imaginer. Est-ce qu'on ne peut pas dire que pour des personnes qui sont habituées à séduire, ce qui était son cas, ils ne comprennent pas quand on leur dit non? Moi, je ne le pense pas, parce que, à un certain niveau d'intelligence, on comprend quand la situation se bloque de l'autre côté. Chacun peut faire appel à sa propre expérience. Par contre, si vous tentez de séduire une femme et que vous donnez comme objectif de la séduire en quelques minutes, tous ceux qui nous écoutent savent qu'en général, ça ne marche pas toujours comme ça. Hélas, diraient certains qui sont les grands dragueurs. Donc, il y a une possibilité de dérapage, il y a une possibilité de mésinterpréter le comportement de l'autre, et là, on a une dérive parfois un peu ambiguë qui n'est pas encore l'agression sexuelle caractérisée. C'est clair. Alors, vous qui étudiez l'être humain depuis 5 millions d'années, est-ce que c'est le cerveau reptilien, là, qui parle? Est-ce que c'est le cerveau archaïque, comme on l'a dit? Oui, on raconte des histoires de ce genre, mais tout ça, c'est très naturel, quoi. Il y a une grande hypocrisie des hommes, enfin. Vous êtes de ceux qui trouvent ça sévère? Oui. Cette condamnation avant de passer au tribunal? Lamentable. Vous êtes un peu sur la ligne... un peu sur la ligne Jean-François Kahn, c'est un troussage de domestique, ou la ligne Jack Lang, il n'y a pas mort d'homme. Vous êtes un peu sur cette ligne-là, vous? On ne sait pas ce qui s'est passé. Et avant même de savoir ce qui s'est passé, on en fait une histoire épouvantable. Oui, enfin moi je ne partage pas du tout votre avis. Je pense que si les faits sont avérés, c'est extrêmement grave. Et je pense que dans aucun pays civilisé, on admettrait ce genre de comportement. Ça s'appelle un viol. Si les faits sont prouvés, c'est effectivement très grave. Si les faits ne le sont pas, ça veut dire qu'on a lynché un homme devant le monde. Mais je crois qu'il faut faire attention aux propos. Vous savez, le machisme, la violence sur les femmes, l'interdiction d'une sexualité différente, celle des homosexuels par exemple, dans les quartiers populaires au XXIe siècle, c'est malheureusement des réalités. Et donc, la parole des intellectuels, la parole des responsables politiques, de ce point de vue-là, Valérie Pécresse a raison, elle est indispensable. Parce que sinon, les gamins qui nous regardent, qui sont nourris à la télévision, à l'Internet, aux films porno, avec, au fond, un rapport à l'éducation sexuelle qui me préoccupe dans l'éducation nationale. Sur toutes ces questions-là, on doit être
intraitable et impeccable. Imaginons que ça se solde par un arrangement financier. Vous en penseriez quoi, vous? Rien, parce que d'une certaine manière, je ne veux plus rien penser dans cette affaire-là. Sinon, l'amitié qui est la mienne pour Dominique, la présomption d'innocence comme principe, le respect profond pour cette femme, pour cette plaignante. Voilà les 3 idées. C'est au fond ce que vous voulez dire sans doute. Yves Coppens, on tourne en rond. Ouais. On ne sait plus. On est envahi d'informations qui d'ailleurs pour le moment ne sont celles que du procureur, que des policiers. On n'a pas encore, dans la procédure américaine, on attend, entendu les avocats. Et donc il y a, d'une certaine manière, je pense que d'ailleurs l'opinion va le ressentir comme ça de plus en plus. C'est haut le cœur, il y en a marre de cette affaire-là. Alors je ne veux pas être obsédé scientifique, mais en gros, on parle de quelque chose avant même de savoir de quoi on parle. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Il y a quand même... Moi, je ne le lis pas. Cette fille a quand même déposé une plainte. Ça, je veux dire, c'est pas... Elle est quand même portée plainte. On va voir. Vous savez, moi je pense que les Français ont été marqués par le fait qu'au fond, ils passaient des séries américaines, téléfilms qu'on voit tout le temps, sur toutes les chaînes, et puis tout à coup, par quelque chose d'assez étonnant, dans cette ville de New York, qui est une des villes qu'on voit le plus à la télévision, au cinéma, l'un des nôtres, l'un de nos compatriotes, un homme connu, était là, dans le prétoire. Je pense que c'est un choc en termes c'est pour ça qu'on en parle. Alors Valérie, on dit beaucoup en ce moment, mais vous savez, finalement, Strauss-Kahn, d'accord, mais enfin, dans les hommes politiques, c'est des séducteurs, c'est des dragueurs, etc. Est-ce que vous avez été soumise à des dragues lourdes ou à des harcèlements dans votre carrière politique? Moi, je crois, Thierry Ardisson, d'abord, qu'il ne faut pas tout mélanger. On mélange absolument tout et son contraire en ce moment. Et c'est peut-être ça aussi que Yves Coppens voulait dire. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est mal compris. Mais je pense qu'il y a la séduction. Elle est partout, elle fait partie de la vie. Le harcèlement, c'est différent. Le harcèlement, c'est pourrir la vie de quelqu'un en le poursuivant. Ça peut être psychologique, ça peut être physique, et c'est un délit. Et d'ailleurs, j'ai contribué quand j'étais députée à le faire inscrire. Il y a le harcèlement moral au travail, il y a le harcèlement, y compris maintenant dans les couples. La violence psychologique dans les couples vient d'être reconnue parce qu'il y a des pervers aussi dans les couples. Et le harcèlement, vous savez, ça n'est pas seulement les hommes sur les femmes. Ça peut aussi être une femme sur un homme. Vous répondez pas à ma question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois pas pourquoi on stigmatiserait la politique plus que d'autres lieux de la vie en société. Parce que le pouvoir est un aphrodisiaque, vous savez très bien. Mais le pouvoir, il existe dans la vie. Je sais pas. Le caïd du quartier, il a le pouvoir. Un journaliste qui a une grande émission de télé, il a le pouvoir. Le pouvoir existe dans la vie, il existe dans les lieux de travail, il existe dans la famille. Il y a des relations de pouvoir entre les êtres humains. Et peut-être que Peter Coutenceau peut en parler. Et on peut rajouter une différence, peut-être par rapport à la politique, par rapport à d'autres milieux, et c'est pour ça que nous sommes questionnés. Parfois, c'est parce que c'est un milieu qui est aujourd'hui encore trop masculin. Et puis aussi parce qu'il y a une hyper-transparence de la société politique aujourd'hui, de plus en plus. C'est-à-dire que le comportement des hommes politiques est disséqué. Donc aujourd'hui, on les observe à la loupe. On observe moins d'autres hommes. Est-ce qu'il y a des femmes qui se comportent comme ça? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont ministres, qui sont députées, qui en profitent? Moi, j'ai pas du tout un tempérament de harceleuse, si c'est ça le sujet. Non, je parlais pas de vous. Hein. Non, mais vous me demandez s'il y a des femmes ministres qui harcèlent. Non, vous, je sais que vous êtes très... Bon, mais il y en a peut-être qui en profitent un peu plus. Écoutez, je voudrais vraiment vous dire que tout ce qui dégrade l'image des hommes et des femmes politiques, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des erreurs personnelles qui peuvent être commises. C'est pas bien, mais enfin... Mais c'est pas un comportement qui est lié à la fonction. Je suis désolée, ça n'a rien à voir. On peut avoir le pouvoir et l'exercer de manière exemplaire. Alors. On sait que l'histoire est jalonnée d'hommes politiques, c'est des hommes qui ont fait de nombreuses conquêtes. Pourquoi? Regardez, Henry Kissinger avait constaté que le pouvoir fascinait parfois certains partenaires. Donc vous avez la fascination du pouvoir. Donc vous avez un homme politique séducteur, un contexte de facilitation et, troisième élément, le mode de vie. Un homme politique, il va par-ci, par-là. Et donc vous avez tous les ingrédients finalement qu'on voit dans l'histoire, certains, pas tous, qui ont été des séducteurs invétérés. Voilà. Alors, Dominique Strauss-Kahn, qui s'apprêtait à être le candidat de la gauche aux élections présidentielles, aujourd'hui, et c'est normal, il se retrouve dans une situation où il paye très cher des détectives pour s'attaquer à une pauvre Guinéenne immigrée qui fait des ménages, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas... Je sais que c'est normal, mais est-ce qu'il n'y a pas un retournement de situation absolument épouvantable? Le système américain, le système accusatoire est très particulier. Le procureur élu, qui doit se faire réélire, avec
tous ces policiers, tous ces adjoints qui accusent un homme. L'homme, c'est dans le système américain, il se défend. Voilà. Et pour se défendre, il est obligé de déstabiliser, de chercher des poux dans la tête de cette pauvre femme. Il se défend. Il se défend, oui. Et pour se défendre, ça l'amène à faire l'inverse de ce qu'il se préparait à faire une fois au pouvoir. Voilà. Partons du principe de ce qu'il dit quand même, bon sang. Il dit qu'il est innocent. Il dit qu'il n'est pas coupable. Vous voulez qu'il se défende quand même. Un homme a le droit de se défendre. Vous n'avez ni vous ni moi, ni l'opinion, n'a aucun élément sur la défense à ce stade. N'a aucun élément. Quand on aura tous les éléments et quand le procès aura lieu, à ce moment-là, on le saura. D'accord. Hein, bon. Bien. Bon alors, merci d'avoir été avec nous. Merci de votre éclairage. Nous, on se retrouve après la pub avec le Zapping Guillon et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Chérif Delay, l'aîné des enfants d'Outreau, pour son livre témoignage « Je suis debout ». À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Pécresse, d'Yves Coppens, de Manuel Valls. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Chérif Delay. Bonsoir. Bonsoir. Chérif, vous êtes l'aîné des enfants d'Outreau et vous publiez au Cherche Midi un livre témoignage intitulé « Je suis debout ». Alors, je tiens à préciser qu'une partie de votre livre contredit la vérité juridique établie lors du procès, et aux yeux de la justice, ce que vous racontez relève de la mythomanie. Voilà, on en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Thierry. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping, à vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence avec l'affaire de meurtre qui passionne les Français. Georges Tron poursuivi pour harcèlement sexuel. D'après les plaignantes, le secrétaire d'État leur caressait les pieds avant de les tripoter. Un tronc qui vous masse les pieds, c'est très fort. Il vous a jamais massé les pieds, Georges? Un orteil, rien. Laisse-la tranquille. Il paraît qu'il suce les doigts aussi. Tous les bouts, lui la paix. Bon, d'accord. Les très jeunes enfants posent des questions sur l'affaire DSK à leurs parents. Titre Libération. Papa, c'est quoi violer une dame de ménage? Demande Julien, 5 ans, à sa maman. Les parents sont souvent démunis. Les enfants, violer une femme de ménage, c'est quand un vilain monsieur lui retire ses chaussures et ses chaussettes et de force lui masse les pieds. C'est très vilain, c'est pas beau, c'est caca. Les enfants sont curieux. Ils veulent savoir. Mais il faut leur dire, je pense. Il faut leur expliquer. Ouverture du G8 à Deauville sous haute surveillance. Durant 2 jours, 18 chefs d'État vont dormir au Normandie-Barrière. La direction de l'hôtel est sur les dents. Aucun petit déjeuner en chambre ne sera servi. Le ménage sera fait pendant les heures du sommet. Silvio Berlusconi, qui avait réclamé la suite 2806, sera placé à l'isolement et devra prendre ses douches en maillot de bain. Et on apprend à l'instant que le spa du Normandie a également supprimé tous les massages relatifs aux pieds. Podologie, réflexologie, tout ça. Ça vient de Martine Aubry se découvre. Ah, Martine, elle avait peut-être pas besoin d'attendre pour se découvrir. Même quand DSK était là, elle risquait pas grand-chose.
Éric Zemmour, honoré par les Yabon Awards. C'est la 3e fois qu'Éric reçoit ce prix récompensant les meilleurs propos racistes de l'année. Primé également Robert Ménard. En revanche, Claude Guéant, grand favori, est reparti bredouille. Il faut qu'il s'accroche, Claude. À force de taper sur les immigrés, de les stigmatiser, ça va payer. Dites-lui à Claude, si vous le croisez, il faut vraiment qu'il s'accroche parce que ça va payer. Il va gagner un truc. L'année prochaine, c'est lui qui sera lauréat, j'en suis sûr. Laisse-la tranquille. Guéant, il pourrait devenir chroniqueur chez Ruquier. Zemmour vient d'être viré, il y a une place à prendre. François Hollande est la nouvelle cible de l'Élysée. Ça va être dur de le faire chuter. Il a aucun vice. Il mange pas, il roule en scooter et il couche uniquement avec sa femme. Va jamais aux putes, rien. Aucun massage de pied, rien. Il a pas de Porsche. Il a pas de Porsche. S'il est élu président, on va se faire chier. Mais je vous ai bien déblayé le terrain, vous voyez. Alors là, il n'y a rien sur vous en plus. C'est heureux. Non, on peut rien dire sur lui. Par solidarité avec son ami DSK, Jean-Paul Huchon a préféré ne pas monter les marches au Festival de Cannes comme il l'avait prévu. De toute façon, Cannes, sans Jean-Paul Huchon, c'est plus Cannes. Tout le côté magie, glamour, féerie, c'est fini. Mais les gens attendaient que lui, quel smoking il va porter, s'il sera accompagné. Tout le monde criait Huchon, Huchon, Huchon. Ça, quand on a su qu'il ne montait pas les marches, ça a été l'horreur. La tristesse a submergé la croisette. Dernière minute, regardez cette photo. François Fillon se prépare à accoucher Carla Bruni. Et on termine avec un petit cadeau à l'intention de Georges Tron. C'est pour lui, c'est cadeau. Des images d'un érotisme rare. Oh, c'est bon. C'est pour toi, Georges. C'est pour toi. Allez, à la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canal2.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Shérif Delay, rebonsoir. Donc, mineur à l'époque des 2 procès d'Outreau, les enfants n'avaient pas eu le droit de témoigner dans les médias. C'est exact. Mais aujourd'hui, vous avez 21 ans et vous témoignez. Et aujourd'hui, je peux parler, oui. Voilà. Alors, je rappelle à nouveau que votre témoignage remet en cause une décision de justice et qu'il est donc à prendre comme tel. Aux yeux de la loi, vous êtes le fils de Myriam Badawi et de Thierry Delay. Mais ce dernier n'est pas votre père biologique. Votre père biologique, votre mère l'a laissé en Algérie quand elle est venue s'installer en France. Oui. Arrivée en France, elle rencontre et épouse Thierry Delay, qui vous reconnaît comme son fils. C'est exact. Alors, dès les premiers mois, les relations avec Thierry Delay sont très violentes. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire « papa ». Pas du tout. Et quand vous lui dites « papa », il s'énerve. Complètement. Donc j'ai pas le droit de lui dire papa, j'ai pas le droit de le regarder dans les yeux, et je peux pas être dans son chemin, quoi. Voilà. Et sinon, il vous met des claques et des coups de ceinture. Ça a commencé comme ça, oui. Alors, à table, vous devez manger loin de lui. Complètement. Vous ne devez pas vous adresser à lui. Même si je disais bon appétit, c'était... il se levait, et puis voilà. Il commençait à m'insulter, à me dire que j'étais pas la même chose, que j'étais pas le même que lui, voilà. Voilà. Alors, tout ça est dû au racisme, tout simplement. Il vous traite régulièrement de sale bougnoule. Oui.
Il m'a beaucoup insulté en disant que je ne suis pas de sa race, qu'on n'a pas la même couleur de peau. Une fois aussi, il m'a mis dans les toilettes pour montrer, excusez-moi pour le terme, sa merde, en me disant que voici, pour moi, tu es une merde. Voilà. Alors, ce racisme pousse Delay à vous rebaptiser, vous appelez Shérif, et lui, il ne veut vous appeler que Kevin. Parce que Shérif faisait musulman, et musulman n'était pas admis à la maison. Ouais. Voilà. Alors vous dites, j'étais maltraité, mais je ne m'en rendais pas compte, c'était mon quotidien, c'était normal. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, vous n'avez pas d'autres exemples, donc vous pensez que c'est comme ça qu'on traite les enfants. Pour moi, c'était la vie. Ouais. C'était comme ça. Ouais. Vous dites, ma seule référence paternelle m'apprenait la haine, en fait. Exactement. Il disait que si je voulais être comme lui, il fallait subir tout ça pour que je sois comme lui. Ouais. Pour être admis et après accepter que je sois son fils. Donc, Thierry Delay vous bat de manière rituelle, et vous ne connaissez rien d'autre, donc vous prenez l'habitude de vous déshabiller et d'offrir votre dos au cou. C'était si je ressentais qu'il arrivait, que son regard s'attirait vers moi, automatiquement, c'était un réflexe. J'enlevais mon maillot et voilà quoi, je m'abaissais, voilà. Alors un jour, vous allez même jusqu'à vous réveiller à l'hôpital après plusieurs jours de coma, tellement il vous avait frappé. Mais à ce moment-là, pourquoi cette situation n'est pas signalée aux services sociaux? C'est une question peut-être qu'on devrait leur poser aussi, même aux médecins. Ouais. Parce que plusieurs fois, j'ai été à l'hôpital où j'ai fait des signes, je ne pouvais pas parler, mais j'expliquais que j'ai essayé de parler et directement, mon beau-père ou ma mère disaient que j'étais tombé ou j'ai eu un petit problème avec des autres enfants, quoi. Ouais. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 4-5 ans. Alors, vous prenez conscience de cette situation à la naissance de votre demi-frère, donc Dimitri, qui lui est le fils évidemment de Myriam et de Delay. Vous avez 7 ans. À Noël, Dimitri reçoit un superbe camion de pompiers. Et Delay vous dit, tu aimes ce cadeau? Eh bien, il n'est pas à toi, il est à mon fils. Et tu toucheras pas. Juste donc après le réveillon, donc après le repas de minuit, je suis rentré dans la chambre à Dimitri et il a joué avec son camion de pompiers. Et je me suis permis de prendre ce camion parce que lui, innocent comme il était, il m'a dit de jouer avec lui. Ouais. J'ai joué avec lui, puis il est arrivé dans la chambre et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? C'est pas à toi, c'est à mon fils. » Donc mon réflexe est arrivé, j'ai enlevé mon maillot complètement. Et puis pendant 30 minutes, je me suis pris des coups de ceinture, des coups, Puis après, j'en passe, quoi. Alors, vous prenez conscience également de votre situation quand vous vous retrouvez des fois dans des familles d'accueil, puisque votre mère vous envoie dans des familles d'accueil. Alors là, on vous laisse jouer avec les enfants, évidemment. Et au début, vous êtes inquiet. Vous vous dites, si je joue avec eux, ça va me valoir des coups de ceinture. Quand elle est arrivée dans la pièce, mon réflexe est arrivé, j'ai enlevé mon maillot, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais tu dois me taper, tu dois faire qu'est-ce que tu dois faire, quoi, en quelque sorte. Ouais. Et je crois que c'est au moment-là, aujourd'hui, comme j'ai grandi, qu'elle a compris qu'il se passait quelque chose. Elle a peut-être fait un test. Un jour, tous les matins, on va chercher le pain, on va au marché. Elle achète des bonbons à son fils à la même quantité que moi. Ouais. Et elle me le donne. Je refuse. Je dis non, je peux pas. C'est pas pour moi, c'est pour ton fils. Je sais qu'après tu vas mettre la ceinture dès qu'on va arriver à la maison. Ouais. Et je crois que ça a commencé là. Là, vous vous dites, ma situation n'est pas normale. Voilà. Et puis il y a ce fameux Noël 1996. Vous avez un cadeau et votre cadeau, Shérif, c'est une cassette porno. Alors je regarde le cadeau et en fait, je lui dis qu'est-ce que c'est parce que pour moi. J'étais jeune, donc je ne savais pas qu'est-ce que c'était complètement. Je ne savais pas du tout. Et il m'a dit que si tu veux, on peut le regarder.
Et je lui dis non, complètement. Je dis non, ça me plaît pas. Ouais. Et il me dit si, on va le regarder. Il me pose sur la chaise, il m'attache et on a regardé cette cassette ensemble. Et à la fin de la cassette, Delay vous dit, maintenant, on va faire la même chose. Exactement. C'est le premier viol. Le lendemain, vous êtes comment? Un légume. Un légume et je peux plus bouger, je peux même plus parler, je peux plus. Voilà, alors après, sur la suite des événements, votre version contredit la vérité juridique. Vous affirmez avoir été violé par 7 personnes, en plus de vos parents, 7 personnes qui sont aujourd'hui en liberté. Je n'ai pas dit, j'ai pas dit ça parce que la loi me permet pas d'expliquer cette chose. Mais après, chacun a le droit à la parole, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de juger comme il le sent. Et c'était le but du livre, c'était je ne pouvais pas prendre un risque de dire des noms pour encore une fois, que ce soit la justice ou la politique qui m'interdit encore de m'exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que mon souhait le plus grand, c'est qu'on respecte ces enfants et qu'on donne la parole et qu'on l'écoute. Donc ça ne veut pas dire non plus de les croire, mais aussi qu'on les écoute et qu'aussi qu'on essaye de les comprendre, que ce soit dans les juges des enfants ou que ce soit dans les services sociaux, bien sûr. Alors, quand vous apprenez l'acquittement de pratiquement tous les inculpés du procès d'Outreau, là, vous cassez tout autour de vous parce que vous devenez le petit mythomane qui a fait condamner des innocents, d'une certaine façon. Donc, ça vous rend fou, ça. Et puis, j'avais un remords sur moi-même parce que j'ai pas réussi à parler, parce qu'on m'en a empêché. On m'a insulté dès que je suis arrivé. J'étais pas bien du tout. J'avais pas d'aide psychologique à l'époque. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, mais bon. Donc, j'ai pas pu m'exprimer, donc c'était de ma faute. Voilà. Alors là, vous sombrez dans la délinquance, la drogue, vous faites de la prison, vous passez une très 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 mauvaise période avec l'envie de vous foutre en l'air, enfin vraiment une période terrible. Et c'est en Afrique que vous stopperez cette autodestruction. Pendant 3 mois, vous apprenez à nourrir des animaux et ça vous réconcilie avec la vie d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. L'Afrique, on va dire, c'est une nouvelle naissance pour moi, en fait. Vous rencontrez l'amour? L'amour aussi. Ouais. Vous voulez faire votre vie en Afrique maintenant? Je l'espère, oui. Ouais. Vous êtes encore très perturbé quand même. Hein. Vous dites, quand je fais l'amour avec ma partenaire, j'ai des flashs, je vois le visage de ma mère. Quoi. Je n'ai jamais réussi à avoir des rapports sexuels complets avec une femme. Ouais. Alors, grâce à Facebook, vous avez retrouvé votre père biologique et vous allez partir le voir en Algérie. Dans quelques semaines, je vais voir mon vrai père, ma famille. Je sais que maintenant, j'ai 3 sœurs. J'ai un frère qui est plus jeune que moi aussi, qui s'appelle Chérif. Ouais. Mon père m'a expliqué, parce qu'il ne parle pas beaucoup français, mais qui m'a expliqué, c'était un hommage pour moi, c'était un genre d'hommage. Ouais. Parce que pour lui, il a désespéré complètement, il m'a recherché pendant plus de 10 ans. Et donc il a appelé mon petit frère Chérif. Et j'ai encore ma grand-mère, j'ai encore une famille qui est en Algérie, que pour moi, j'en avais plus du tout. Bien sûr. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des contacts avec votre mère, Myriam Madawi, ou non? J'ai voulu la voir en prison, récemment, mais j'ai une lettre où elle dit carrément, elle a le culot de me dire est-ce que tu pourras me donner la chance de te prendre dans mes bras ou Ouais. ou de m'embrasser en fait. Ouais. Vous avez envie de la revoir, Chérif? Pas du tout. Pas du tout. Donc je voulais la voir, c'était juste un moyen pour essayer de rechercher mon père ou essayer de voir comment il s'appelle. Voilà. Juste pour retrouver votre père biologique, en fait. Et aujourd'hui, vous espérez quoi? Est-ce que vous espérez, par exemple, que après les 2 procès, il y a un 3e procès ou trop, de façon à punir les gens dont vous dites qu'ils Vraiment, vous ont... sincèrement, aujourd'hui, c'est plus mon problème. Alors ça, je vais être clair, c'est que pour moi, c'est fini.
je veux en finir parce que moi, j'ai ma vie, je veux voir mon futur, je veux voir mon présent. Ouais. Et je veux plus me mettre dans la tête ou trop. Ouais. Que ça soit pour les journalistes et tout, il faut qu'on arrête avec ça, il faut tourner la page, il faut arrêter de se nourrir avec cette affaire. Je crois que maintenant, il est temps de tourner cette page et de voir le présent et le futur. Ce livre, c'est une façon de dire ce qu'on ne vous a pas laissé dire à l'époque, puisque vous étiez mineur, et puis ensuite, c'est fini. C'est fini. Aussi, c'était reprendre ma dignité qu'aujourd'hui, je la reprends parce que maintenant, tout le monde, c'est une deuxième vérité d'Outreau. Ouais. C'était un peu mon objectif. Aussi, que d'autres victimes parlent aujourd'hui, ont la force de parler, qu'aussi des anciennes victimes se disent qu'on peut encore être debout, qui est le titre du livre. On peut encore être debout après tout ça. Et puis dire fin Outreau. Ouais. En tous les cas, merci de votre témoignage. Et puis, on vous souhaite effectivement de vivre une nouvelle vie en Afrique avec des gens nouveaux. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Yves Coppens pour Prétexte chez Odile Jacob. Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2007. Pour Controverse aux éditions Nil, Manuel Valls, député maire d'Évry. Pour Sécurité, la gauche peut tout changer aux éditions du Moment. Roland Coutenceau, psychiatre et criminologue. Chérif Delay, pour Je suis debout au Cherche Midi. Merci, courage camarades. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.